On le voit bien. Ouais. Alors, donc ce webinaire va durer 1 heure. Vos micros sont coupés, mais je vous invite à poser des questions. Alors, en bas de votre écran, au milieu, vous avez un Q&R où vous pouvez poser toutes vos questions et le docteur Bodlock et Aurélie Raymondo y répondront à la fin de ce webinaire. La présentation et le lien vers le replay vous seront envoyés à l'issue de cette présentation. Alors, au sommaire, présentation de notre service de santé au travail et de ses missions, les différents types de visites médicales, la présentation de la cellule de la prévention de la désinsertion professionnelle et de ses missions, et aussi des modalités de saisine de cette cellule, le réseau du service de prévention et de santé au travail, et enfin la présentation de dispositifs d'accompagnement. Alors, je vais laisser la parole au docteur Baudeloc. Oui, merci Natacha. Alors peut-être aussi redire que bien sûr ce webinaire s'inscrit dans le cadre de la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Donc c'est vraiment une thématique importante et on voulait souligner donc alors peut-être dans un premier temps réexpliquer quand même efficience santé au travail. On est un service de santé au travail donc de manière très synthétique. Vous voyez qu'on a 300 collaborateurs qui sont répartis dans 26 centres en fait sur l'ensemble de l'Île-de-France et on a le plaisir de suivre 270 000 salariés donc sur l'ensemble de l'Île-de-France, sur à peu près 20 000 entreprises adhérentes. Ensuite, comment en interne est-ce que les choses s'organisent? Vous voyez que le médecin du travail est un petit peu au centre d'une cellule de proximité qui comprend donc des assistantes médicales, des préventeurs, et on va expliquer un petit peu ce qu'on entend par préventeur, des assistantes sociales, psychologues du travail, infirmières bien sûr, hein, puisque les infirmières sont maintenant ont un rôle absolument fondamental, en tout cas dans l'évaluation du suivi et de l'état de santé des personnes, et puis des responsables de secteur dont le rôle est d'animer d'un point de vue administratif ces personnes. Sur les préventeurs, vous voyez que les choses sont assez comment, diversifiées. En tout cas, on a le plaisir d'avoir des différents corps de métier, différentes expertises. Je pense notamment aux ergonomes, à des ingénieurs techniciens hygiène, sécurité, environnement. On a une toxicologue, on a une référente maintien dans l'emploi et des assistantes techniques. Donc tout ça, qu'est-ce qu'il faut en retenir? C'est que, en tout cas, le médecin du travail n'est plus seul, comme ça pouvait être le cas il y a 10 ans, par exemple. Et toutes ces questions, ces thématiques de maintien dans l'emploi, en fait, il va les aborder de manière enrichie grâce à l'ensemble des personnes qu'on a mentionnées ici. Alors, quel est le rôle du service de santé au travail et comment est-il défini? Alors, c'est vrai que là aussi, hein, vous connaissez et vous vous souvenez probablement que dans le passé, on appelait la santé au travail, surtout la médecine du travail. Donc là également, les choses se sont transformées puisque les missions se sont élargies. On est passé de la médecine du travail qui était très centrée sur l'aspect suivi médical, clinique, donc par le médecin, à la santé au travail. Et donc, on a le plaisir maintenant de travailler, comme je l'ai indiqué, avec une équipe qu'on appelle pluridisciplinaire. Donc, différents corps de métier, encore une fois, assistante sociale, ergonome, etc. Et donc, cette transformation s'est concrétisée en fait même avec un changement d'appellation, puisque maintenant, on parle de service et de prévention de santé au travail. Pour insister sur le mot prévention, qui n'existait pas avant, parce que médecine du travail, bien sûr, il n'y a pas le mot prévention. Et puis, la partie santé au travail. Donc, tous ces éléments font que, encore une fois, on a enrichi, en tout cas, l'offre proposée par maintenant donc, les services de prévention et de santé au travail, avec l'ensemble de ces acteurs pluridisciplinaires. Et justement, en détail, quelle est notre offre de service pour nos adhérents et leurs salariés? Alors, effectivement, donc si on veut vraiment synthétiser les choses, on voit que ça s'appuie sur trois piliers principaux. Le premier pilier, c'est un premier pilier de protection de la santé, sécurité des salariés, donc qui va vraiment être là, finalement, l'évaluation de la santé des salariés, essentiellement par les médecins et par les infirmières. Ensuite, on a l'évaluation des risques professionnels, c'est-à-dire que les équipes vont dans les entreprises hein, physiquement pour évaluer les risques professionnels, les risques routiers, risques chimiques, etc. Donc là, ce sont les préventeurs qui font ça, donc, les fameuses personnes spécialisées en hygiène, sécurité, environnement. Et l'objectif de tout cela, en fait, finalement, c'est de favoriser, d'améliorer les conditions de travail, bien sûr, mais l'objectif vraiment final, c'est favoriser le maintien dans l'emploi. On est vraiment dans cette dynamique de comment prévenir l'usure professionnelle prématurée, c'est un mot qu'on aurait pu inscrire aussi, pour que les personnes puissent en fait tout simplement faire leur carrière dans la globalité et partir en retraite en bonne santé, sans problème de santé type
troubles musculo-squelettiques, type troubles de risques psychosociaux. Donc c'est surtout ça qu'on veut éviter. Et donc c'est pour ça qu'on l'a souligné là en bas de la slide, hein. Il ne faut pas hésiter, les salariés peuvent rencontrer le médecin du travail en fait à tout moment de leur carrière, sans attendre les fameuses visites périodiques, puisque là aussi on a changé un petit peu de braquet d'optique. L'idée c'est que les salariés et les entreprises peuvent être et doivent être même plus acteurs en tout cas de cette prise en compte de leur santé. Il ne faut pas qu'ils hésitent à solliciter leur service de santé au travail, leur médecin du travail, soit encore en situation d'emploi. Voilà, ça peut être une visite occasionnelle et on va détailler un petit peu plus tard les différents types de visites. Ou même s'ils sont en arrêt maladie, il ne faut pas qu'ils hésitent à solliciter le service, c'est possible. Là aussi, on va voir tout à l'heure comment ça peut se réaliser très concrètement. Alors, on parle de maintien en emploi. Qu'est-ce qu'on entend par maintien en emploi? Parfois, on parle de maintien dans l'emploi. Est-ce qu'il y a une différence? Et quelle est la définition de ces termes? Alors c'est vrai que c'est important parce qu'on a cette vision globale de PDP, maintien dans l'emploi, et en fait il y a différentes strates. Vous voyez qu'on les a symbolisées sur différents niveaux de cette pyramide. Donc le premier niveau, je l'évoquais un tout petit peu, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire ciblée. Finalement, c'est l'idée que si on agit très précocement sur les conditions de travail pour améliorer les choses, encore une fois, on va limiter l'usure professionnelle prématurée. Donc, très concrètement, pour pas être trop conceptuel, ça peut être sur, par exemple, les risques de troubles musculo-squelettiques. Si on aménage le poste de travail de manière à moins porter, de manière à porter mieux, de manière à pas abîmer les articulations du dos, des épaules, ben on comprendra qu'en fin de carrière, voilà, on partira en retraite en bonne santé et qu'on aura toutes les chances, en tout cas, durant son parcours professionnel, de ne pas avoir de problèmes de santé liés aux conditions de travail, en tout cas. Donc ça, c'est le premier niveau qui est très important et sur lequel les équipes vont, encore une fois, régulièrement sur le terrain pour identifier les situations qui peuvent être problématiques et proposer à l'entreprise, donc vous voyez, les aménagements, les adaptations, les transformations du poste de travail. Ensuite, on arrive sur la partie signaux faibles, puisque voilà, parfois les conditions de travail ne sont quand même pas optimum, et il peut commencer à apparaître quelques signaux faibles, type un peu des douleurs, ou ça peut être des signaux faibles de type indicateur un peu de turnover, de l'absentéisme, etc. Donc là, quand on a ces signaux, c'est vrai que c'est déjà bien d'avoir une veille et de pouvoir s'interroger, en tout cas l'entreprise, qu'elle puisse s'interroger pour voir ce qui potentiellement peut être améliorable très concrètement sur le lieu de travail. Ensuite, on revient sur la partie maintien dans l'emploi. Donc là, c'est lorsqu'il y a déjà des difficultés de santé pour un salarié dans son emploi. Eh ben, c'est l'idée qu'on peut quand même continuer à maintenir la personne sur son poste actuel en faisant encore une fois des aménagements de poste. Alors voilà, ça peut être un aménagement, ce qu'on appelle organisationnel, peut-être un temps partiel thérapeutique de manière temporaire. Ça peut être une aide à la manutention sur un aménagement technique. Donc ça peut être ce type de choses. Donc on maintient, l'idée c'est de maintenir bien sûr en priorité la personne sur son poste actuel. Si c'est pas possible, on va aller sur autre chose qui est ce qu'on appelle le maintien en emploi. Donc c'est différent bien sûr de maintien dans l'emploi. Donc maintien en emploi, ça peut être le fait qu'une personne en fait ne peut plus tenir son poste parce qu'il y a des problèmes de santé, et que ces problèmes de santé ne peuvent pas être maintenus, enfin gérés alors qu'il y a des aménagements de travail. Donc on va s'orienter vers peut-être un reclassement, mais en tout cas la personne pourra conserver une activité professionnelle qui pourrait être peut-être, si on garde l'exemple des troubles musculo-squelettiques, de proposer à une personne de passer sur un poste qui a davantage de composantes tertiaires, souvent avec une formation à la clé. Mais en tout cas, elle gardera un job, elle sera toujours en situation d'emploi, même si c'est plus sur son emploi initial. Et puis malheureusement, la situation ultime, c'est lorsqu'il n'y a plus du tout de possibilité de rester dans son poste actuel ni dans aucun autre poste, malgré des aménagements de poste bien conduits. À ce moment-là, on arrive sur une situation de désinsertion professionnelle où on va aller plutôt sur des situations, des solutions plutôt sociales, éventuellement type invalidité, type arrêt maladie, ce genre de choses. On va les détailler aussi un petit peu plus tard. Alors Donc c'est justement, vraiment pardon. voilà, c'est vraiment simplement pour terminer un mot là-dessus, vous voyez que c'est vraiment une pyramide, hein, donc on essaie bien sûr d'être actif au départ sur la base de la pyramide pour éviter d'arriver sur le sommet de la pyramide après. Oui, justement, pour éviter d'arriver donc à des cas de désinsertion professionnelle, on peut Oui. faire appel chez nous à ce qu'on appelle la cellule de la prévention de la désinsertion professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que c'est que cette cellule et quelles sont ses missions? Et donc, quand est-ce qu'on la convoque?
Alors là, sur cet aspect-là, donc effectivement, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que donc les SPSTI, donc ces services de prévention et de santé au travail, il y a un cadre réglementaire qui les oblige à avoir une cellule donc, de prévention de la désinsertion professionnelle. C'est le sigle PDP, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des sigles. Donc, qu'est-ce que c'est que cette cellule? Donc, c'est en fait simplement le regroupement de différentes expertises. Donc, vous voyez qu'il y a un médecin du travail chez nous, donc, qui est référent en maintien de l'emploi. On a une assistante sociale, on a une assistante administrative, on a des ergonomes qui sont là aussi spécialisés et référents en maintien de l'emploi, des psychologues du travail. Et puis, éventuellement, si la situation nécessite un aménagement technique très spécifique, par exemple sur des problèmes visuels, des problèmes auditifs, on peut s'adjoindre l'expertise de différents partenaires dans ces domaines. Donc là, c'est vraiment un changement complet de paradigme, hein. C'est l'idée vraiment au sein du service de santé au travail de rassembler toutes les expertises dans cette cellule pour pouvoir proposer, en fait, l'objectif ultime, c'est de proposer un plan d'accompagnement personnalisé au salarié qui est en difficulté et pour pouvoir le maintenir dans l'emploi. Vous voyez concrètement, donc ça se décline sur des propositions d'action de sensibilisation. Là, on est plutôt sur l'équivalent de la base de la pyramide, hein, pour vraiment essayer de limiter les l'usure professionnelle prématurée. Ensuite, on peut passer sur l'identification des situations individuelles où là, on s'aide beaucoup, bien sûr, des professionnels de santé sur le terrain, c'est-à-dire les médecins et les infirmiers qui sont vraiment en front, c'est-à-dire en première ligne pour identifier des situations qui commencent à devenir un peu difficiles. Et puis ensuite, donc l'idée, bien sûr, c'est pas d'avoir un fonctionnement en vase clos. Cette cellule, elle travaille en lien avec les employeurs et le salarié pour pouvoir faire cette proposition de plan d'accompagnement personnalisé. Et donc l'idée, c'est en fait d'agir sur les conditions de travail pour que la personne puisse rester le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions dans son poste. Alors justement, commençons par la prévention primaire et les actions de sensibilisation qui sont proposées. Donc toutes ces actions sont effectivement comprises hein, dans la cotisation de nos adhérents et tous nos adhérents y ont accès. Est-ce que vous pouvez un peu nous les détailler? Oui, alors en fait, c'est vrai que tout est rassemblé sur notre site internet et donc là, vous voyez l'adresse efficience-santé-au-travail.org. Donc il s'agit en fait de webinaires ou en tout cas d'actions de sensibilisation qu'on propose. Donc le premier thème, en fait, vous voyez, hein, c'est comment répondre à son obligation d'emploi de travailleur handicapé. Donc qu'est-ce que c'est que l'obligation d'emploi de travailleur handicapé? Donc si vous suivez ce webinaire et en tout cas ce support de formation, vous saurez tout. On va peut-être pas le détailler là. Ensuite, c'est surtout la thématique de la reconnaissance travailleur handicapé, ce qu'on appelle RQTH. Donc, quels sont les intérêts à la fois pour l'entreprise et pour le salarié de faire cette reconnaissance travailleur handicapé? Donc, ça donne accès là aussi, si vous suivez ce webinaire et ce flyer, vous aurez toutes les infos sur comment, les aspects positifs à la fois pour le salarié, en termes de prise en charge financière, et pour l'entreprise, il y a des aides qui existent. Ensuite, le handicap, qu'est-ce que c'est? On a parlé du handicap, mais c'est important de bien comprendre de quoi on parle. Donc ce petit dessin, il est assez connu, il circule beaucoup sur Internet, hein, notamment avec la différence entre l'égalité et l'équité, hein, il est assez bien fait. Et puis l'inclusion, c'est encore un autre thème, donc ça c'est important aussi d'avoir des idées claires là-dessus. Et puis on arrive aussi, c'est un dispositif, ce sont des dispositifs importants de comprendre, ce sont des dispositifs de retraite dans le secteur privé, puisque vous savez qu'il peut y avoir des circonstances sur lesquelles la retraite peut être demandée de manière anticipée du fait de problèmes de santé. Donc là, c'est pareil, c'est important d'avoir les idées claires et surtout que ces systèmes peuvent évoluer régulièrement. Donc dans nos webinaires et dans nos actions de sensibilisation, on a, et notamment sur la partie dispositif de retraite dans le secteur privé, grâce à nos assistantes sociales, on a donc voilà, ces éléments qui peuvent vous être communiqués. Donc, n'hésitez pas à suivre nos différents webinaires, à lire nos différents supports de prévention qui sont sur le site internet, qui sont régulièrement remis à jour en fonction de l'évolution du cadre réglementaire par les équipes. Voilà. Donc, c'est intéressant d'avoir les idées claires en lisant ça. Effectivement, et vous pouvez retrouver également, hein, vous avez tous le lien vers le catalogue des actions de sensibilisation qui vous sont proposées. Et comme le disait Hervé, elles sont sur le site internet. Et donc, vous pouvez retrouver les différentes thématiques et les dates de ces actions et vous pouvez vous y inscrire directement. On parlait tout à l'heure des différents types de visites médicales. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, peut-être pour clarifier les idées des gens? Oui, alors c'est vrai que là, on a parlé des acteurs, hein, on a vu les ergonomes, les assistantes sociales, les équipes médicales. C'est important maintenant qu'on parle des outils. C'est-à-dire quels sont les outils qui vont être utilisés pour favoriser le maintien dans l'emploi. Donc vous voyez, c'est ce qu'on a noté, c'est qu'en fait, il y a différents types de visites qui s'adaptent à différents types de situations. Si on commence par le haut, la visite de pré-reprise, donc qu'est-ce que c'est?
c'est une visite qui peut être sollicitée par le salarié durant son arrêt maladie. Donc, on a souvent l'idée qu'un salarié, quand il est en arrêt maladie, bah, il reste tout seul, si je puis dire, dans son coin, et qu'en tout cas, il ne peut pas solliciter ni son entreprise, ni son service de santé au travail. Donc, c'est faux, et c'est même plutôt le contraire qu'il faut. Il ne faut pas hésiter lorsqu'on est un salarié ou lorsque, si vous êtes manager ou DRH, vous avez un salarié en arrêt maladie, à faire la promotion de cette visite. Donc c'est le salarié en fait qui va rencontrer le médecin du travail. Là, l'objectif n'est pas de statuer initialement sur enfin, sur l'aptitude ou l'inaptitude, mais plutôt d'échanger sur les freins et les leviers à mettre en œuvre pour pouvoir reprendre le travail dans les meilleures conditions. Donc ça peut être un peu ce qu'on a cité rapidement tout à l'heure, ça peut être des aménagements de postes, ce qu'on appelle techniques, donc peut-être un système pour aider à porter, peut-être un convoyeur, ou ça peut être des aménagements organisationnels. Donc peut-être par exemple un mi-temps thérapeutique, voilà, ou bien sûr une combinaison des deux. En tout cas, l'objectif de cette visite de pré-reprise, c'est de comprendre quels vont être les meilleurs moyens pour que la personne puisse reprendre rapidement. Et c'est important aussi de savoir que plus on est en arrêt maladie sur une durée prolongée, moins la probabilité de reprise est faible. Donc ça veut dire très concrètement qu'il ne faut pas hésiter à demander cette visite de pré-reprise euh, assez rapidement, si je puis dire, dans son parcours d'arrêt maladie, et peut-être de ne pas attendre 1 ou 2 ans d'arrêt maladie pour solliciter, parce que là, les choses après sont difficiles, et en tout cas c'est difficile de reprendre. Ensuite, on a la visite de reprise. Alors là, c'est une visite, contrairement à la pré-reprise, qui est une visite obligatoire, hein, notamment si les personnes ont été en arrêt maladie depuis plus de 60 jours. Eh bien, il y a une visite de reprise qui doit être organisée auprès du médecin du travail. Donc, de la même manière que la visite de reprise, de pré-reprise a pour objectif de regarder quels vont être les leviers qui vont être nécessaires pour reprendre, voilà, ce sont des choses qui vont être discutées pendant la visite de reprise. Sauf que la différence, c'est que là, on aura beaucoup moins de temps pour les mettre en œuvre, pour échanger avec l'employeur. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle on peut avoir une visite de pré-reprise et une visite de reprise, c'est pas du tout gênant. Donc voilà, donc ça c'est la visite de reprise. Ensuite, on a une visite à la demande, donc ça peut être une visite à la demande du salarié. Donc pendant son arrêt maladie, c'est une visite de pré-reprise, mais même s'il est en situation d'emploi, il peut demander à rencontrer son médecin du travail ou même son infirmière de santé au travail pour évoquer une difficulté en lien avec ses conditions de travail, difficulté de santé bien sûr, et pour voir avec l'équipe médicale, là aussi, quels vont être les besoins nécessaires en termes d'aménagement, en termes de restrictions éventuelles sur le poste. Et enfin, on peut terminer, parce que ça c'est aussi une visite qui a une vocation de maintien dans l'emploi, mais de manière un peu plus primaire, dans le sens de prévention primaire, c'est la visite de mi-carrière. C'est une visite qui a lieu à 45 ans, qui est assez récente hein, dans le cadre réglementaire, qui a été mis en place par le législateur là, il y a vraiment quelques mois, quelques années, et dont l'objectif c'est de faire le bilan en fait finalement de l'état de santé à 45 ans. On est, voilà, comme son nom l'indique, à peu près à mi-carrière. Donc on regarde quel est l'état de santé de la personne, on échange avec elle sur ses conditions de travail, les risques professionnels auxquels elle est soumise, et on va être là du coup en capacité de faire des propositions d'aménagement si c'est nécessaire, mais de manière beaucoup plus précoce, dès la mi-carrière, c'est-à-dire avant l'arrivée éventuelle de problèmes de santé. Et donc ça concourt, l'ensemble de ces visites vont bien sûr concourir à, comme je l'indiquais, limiter soit l'usure professionnelle prématurée, soit reprendre le travail dans les meilleures conditions avec des aménagements si ces aménagements sont nécessaires. Donc là, vous avez l'ensemble des outils qui peuvent être utilisés et sur lesquels c'est intéressant de communiquer voilà, largement dans l'entreprise auprès des salariés que vous voyez, que vous managez si vous êtes manager. Merci beaucoup. Alors, effectivement, il y a un autre outil aussi qui n'est pas une visite. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur le rendez-vous de liaison qui est également assez nouveau? Oui, alors c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui a été mis en place dans le cadre réglementaire assez récemment. Donc le rendez-vous liaison, c'est l'idée en fait d'organiser un rendez-vous alors que le salarié est encore en arrêt maladie, entre d'une part le salarié, d'autre part son entreprise, et la troisième personne, c'est le service de santé au travail. Donc l'objectif, quel est-il? Alors dans le respect du secret médical, hein, bien sûr, l'idée c'est pas de dire voilà, je suis salarié, j'ai telle maladie, etc., j'ai tel problème de santé, mais en tout cas c'est une discussion à trois sur, bien sûr, la possibilité, l'éventualité de reprendre le poste, et si la personne doit reprendre le poste, dans quelles conditions, avec quels aménagements. Donc c'est très positif parce que ça remet du dialogue entre les différents acteurs, les acteurs principaux, hein, bien sûr, de cette thématique du maintien dans l'emploi, donc le salarié en premier lieu, l'entreprise parce que c'est elle qui va mettre en place les aménagements de poste, et puis le service de santé au travail, le médecin du travail, parce que c'est lui qui va définir les aménagements, puisqu'il est le seul à connaître la situation médicale dans le respect du secret médical. Donc ça fonctionne bien. N'hésitez pas aussi, si vous avez des salariés à manager ou si vous êtes des RH,
à proposer ce rendez-vous de liaison. Ça vient aussi dans cette optique de continuer à maintenir un lien durant l'arrêt maladie de la personne parce que, encore une fois, on voit que plus les arrêts maladie sont prolongés, plus le lien est distendu et plus malheureusement la probabilité de reprise au poste est quand même diminuée. Merci beaucoup. Alors, justement, on va continuer avec les outils et donc on va maintenant parler de la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle à proprement dit. Alors, Aurélie, est-ce que tu peux nous dire comment elle est mobilisable, par qui, dans quel cas et voilà, en gros, quelles sont les modalités? Enfin, Oui, alors, Aurélie, comment? oui, oui, oui. Alors, oui, c'est vrai que c'est souvent une question qu'on peut se poser c'est enfin, la question qu'on peut se poser, c'est comment mobiliser cette cellule, qui peut le faire? Alors, c'est assez ouvert puisqu'en fait, très généralement, c'est le médecin du travail qui va pouvoir solliciter notre cellule de la prévention de la désinsertion professionnelle. Mais le signalement peut aussi venir de l'entreprise ou du salarié sur des difficultés qu'il rencontre et s'il souhaite avoir l'avis d'experts sur le sujet. La question, c'est comment? Alors, comment? Bah, on a tendance quand même à privilégier un signalement qui viendrait par le médecin du travail, puisque c'est vrai que c'est le médecin du travail qui connaît l'entreprise, qui a une vision vraiment assez globale, qui est nécessaire et fondamentale dans la prise en charge d'une entreprise, des risques et des salariés. Mais ça peut aussi être donc en direct via un formulaire qui sera disponible sur notre site internet, hein, sur le site d'Efficience, où en gros l'idée ça sera de remplir une série de questions, enfin en tout cas de nous donner pas mal d'informations qui nous permettra de prendre en charge la personne derrière. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de comprendre quelles sont les différentes étapes dans cette prise en charge, puisque il va y avoir des recueils d'informations auprès de la personne concernée, auprès de l'entreprise éventuellement, en fonction du moment où on en est dans la prise en charge, en tout cas où le salarié se trouve au moment du signalement. Le médecin du travail, bien évidemment, mais aussi on va recueillir le consentement éclairé de la personne. Parce qu'en fait, il faut qu'on s'assure que la personne est vraiment volontaire, veut être accompagnée, prise en charge, et qu'on puisse l'accompagner au mieux. Ensuite, une fois qu'on a toutes ces informations, on va échanger entre nous et on va élaborer ce fameux plan d'accompagnement dont parlait tout à l'heure le docteur Bodlock, qui sera au plus près des besoins de la personne, des besoins que la personne pourra avoir identifiés, enfin exprimés, mais il y a aussi ceux que nous, on va avoir identifiés, puisque l'objectif, encore une fois, c'est de maintenir en emploi, enfin dans l'emploi ou en emploi la personne et d'assurer son avenir professionnel. Et ensuite, donc une fois qu'on a élaboré ce plan d'accompagnement, on va mettre en place les actions et mobiliser des ressources soit internes, si au niveau de notre service, notre équipe, on peut répondre aux besoins, et sinon mobiliser des partenaires externes qu'on pourra développer un petit peu, enfin qu'on va développer un petit peu après. Alors justement, quels sont les dispositifs d'accompagnement pour les salariés? Alors, alors là, on va commencer par présenter l'accompagnement que nous, on peut proposer au niveau d'efficience, puisqu'en fait, le médecin du travail, il va solliciter des ressources en interne pour avoir une analyse un peu plus fine de la situation de la personne, mais aussi de son travail. Donc, ça va passer soit par une étude de poste. Donc, on va voir, il y a une petite nuance au niveau de l'étude de poste. Et puis, il y a aussi les entretiens individuels, que ce soit par le psychologue du travail ou l'assistante sociale. La personne est reçue en entretien et nos experts vont questionner la personne pour mieux comprendre la situation dans laquelle elle se trouve. Et puis, il y a ce fameux rendez-vous de liaison donc, qui a déjà été développé par le docteur Bodlock il y a quelques minutes mais qui là est une action où le service le service de prévention et de santé au travail doit être informé. Il peut être associé, mais il est surtout mobilisé, et ça c'est important, par l'entreprise ou par le salarié. Il n'est pas à notre initiative. Alors justement, l'analyse du travail pour arriver à trouver des solutions, elle passe par différentes parties. La première, c'est l'étude de poste, Aurélie. Est-ce que... Oui.
Oui, alors il y a donc deux types d'études de poste. Alors il y a alors à chaque fois elle est organisée par le médecin du travail, hein. C'est lorsque le médecin du travail veut mieux veut soit vérifier qu'il y a bien une compatibilité entre l'état de santé de la personne et les exigences du poste de travail, en gros les contraintes au niveau de l'activité. Si on identifie, alors enfin, l'étude de poste est très souvent réalisée par les ergonomes du service. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'identifier les points de blocage, les points sur lesquels il va falloir retravailler pour compenser une situation de handicap ou en tout cas une problématique de santé qui se dégrade. Et là, on va plutôt intervenir, enfin, on appelle ça plutôt de la prévention tertiaire. Mais il y a aussi les situations où là, le médecin souhaite identifier les exigences, les contraintes au niveau du poste et juste s'assurer que ces contraintes-là ne risquent pas de dégrader la santé des salariés. Et là, en gros, c'est de proposer des mesures de correction avant même que les situations de santé se dégradent. Et là, on parle de prévention primaire. Et c'est important de faire le lien entre les deux, puisque des fois, on intervient pour des salariés pour qui il y a eu une usure professionnelle, il y a eu une dégradation de l'état de santé du fait du travail. Et l'idée, c'est de sensibiliser nos employeurs, nos entreprises sur l'existence de ces risques et le risque que cette situation se répète. Puisqu'il y a aussi cette notion de coût pour l'entreprise, hein, puisque s'il y a des déclarations en maladie professionnelle, on sait que ça peut avoir un impact assez lourd parfois pour les entreprises. Donc notre rôle, c'est de les conseiller. Donc on peut aussi proposer ces actions de prévention primaire. Donc vous l'aurez compris, l'objectif, c'est d'intervenir le plus en amont possible, d'anticiper et d'éviter que les personnes s'abîment au travail. Alors, effectivement, est-ce que on pourrait avoir un petit exemple concret pour que les adhérents comprennent bien la différence entre les deux et comment, finalement, quand on fait de la prévention tertiaire, on peut mettre en place, pour les gens à qui ça n'est pas encore arrivé, les mesures de prévention pour ne pas que ça leur arrive à eux si c'est arrivé à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y aura un Un exemple concret exemple. pour bien différencier les deux, en fait? Oui, alors un exemple qu'on pourrait donner, par exemple, on peut intervenir dans des secteurs qui sont par exemple dans l'hôtellerie où on sait que ce sont des postes qui sont enfin pour le métier de femme de chambre, un métier qui est assez exigeant, contraignant au niveau des postures, au niveau du rythme aussi. Donc souvent on va intervenir, le médecin va nous solliciter puisque la personne présente des troubles musculo-squelettiques, qui est aujourd'hui la principale cause, enfin la première cause de maladie professionnelle, de reconnaissance de maladie professionnelle. Donc des femmes de chambre qui ont souvent des gros problèmes au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau du dos, du fait de leur posture de travail qui sont assez sollicitantes. Donc on va intervenir, on va faire des préconisations pour compenser, pour essayer de limiter ces sursollicitations du corps et des articulations. Et la mise en place de ces solutions vont permettre au collectif de travail qui passera peut-être le lendemain ou si c'est généralisé, parce que souvent on conseille quand même à l'entreprise de généraliser la mise en place des solutions, les collègues en bénéficient et du coup ne sont pas dans cette sursollicitation et finalement tout le monde s'y retrouve. Puisqu'on est sur de la compensation de situations de handicap pour les personnes qui sont abîmées, et on est sur on est sur de la prévention pour les collègues qui bénéficient aussi de ce matériel. Je ne sais pas si c'était ça la question. Oui, Euh, tout à oui, fait, tout à d'accord. fait. Parce que oui, on parlait, je crois, d'aide pour faire les lits ou des choses comme ça, par exemple. Exactement. Par exemple, ça va être des solutions de type lève-lit, où là, l'idée, c'est qu'on va rehausser le lit et pour pas que la personne elle ait à se pencher en avant ou se baisser, on va utiliser un système pour fixer les couettes parce qu'on sait tous que c'est très contraignant de changer ses couettes, hein. Même à titre personnel, quand on change notre couette chez nous, c'est quelque chose qui est pas toujours le plus simple et le plus facile. Alors quand on en a 15 ou 20 à faire dans la matinée avec un rythme soutenu, on comprend bien que ça peut vite être, enfin, quand c'est répété, ça peut avoir des conséquences sur la santé. Merci beaucoup. Alors effectivement, dans le parcours de prévention de la désinsertion professionnelle, il y a l'étude de poste et il y a aussi l'entretien individuel.
Tout à fait. Alors, donc le premier entretien individuel dont on va parler, c'est celui qui est réalisé par le psychologue enfin le ou la psychologue du travail. Donc la personne est reçue donc il s'agit d'une consultation individuelle, hein. La personne est reçue en entretien. Alors en général, c'est 3 rendez-vous maximum. Au-delà, il y a une réorientation vers d'autres partenaires ou d'autres spécialistes. Et là, l'idée, c'est d'écouter la personne, de l'accompagner et de l'orienter, tout en la rendant actrice ou acteur ou actrice pour qu'elle prenne conscience des difficultés, des freins, mais aussi des leviers qu'on va pouvoir mobiliser pour maintenir cette personne, encore une fois, dans l'emploi ou en emploi. Si le retour dans l'entreprise n'est pas possible, c'est en tout cas quels sont les leviers qu'on va pouvoir actionner pour qu'elle puisse se maintenir en emploi. On va l'informer aussi, cette personne, on va l'informer sur ses droits et sur les possibilités qu'elle a au niveau de l'accompagnement, donc, comment elle pourrait être accompagnée. Et puis, on va aussi investiguer les causes organisationnelles, notamment lorsqu'on intervient enfin, lorsque les psychologues du travail interviennent pour dans le cadre des risques psychosociaux qui peuvent être à l'origine du mal-être professionnel. Encore une fois, pour éviter que, enfin, si on intervient plus on intervient dans l'organisation du travail et plus on a de chances de limiter euh, le risque que ça revienne en fait, enfin que ça se reproduise, puisque le problème n'est pas la personne, mais l'organisation. Et donc c'est important. Enfin, on essaye vraiment de sensibiliser au maximum les entreprises. On les alerte sur l'existence de risques, en fait, quels qu'ils soient, pour éviter que cette situation que les situations se dégradent et qu'il y ait de plus en plus de personnes concernées. Et donc, effectivement, l'autre entretien individuel pour accompagner le salarié, c'est l'entretien social. Exactement. Alors, c'est vrai que dans l'accompagnement sur la thématique du maintien dans l'emploi ou en emploi, l'entretien social est vraiment fondamental, hein, puisque nos assistantes sociales, donc ce sont des assistantes sociales du travail, elles vont intervenir vraiment sur toutes les problématiques qui sont liées à la santé et au travail. Donc, elles ont plusieurs champs d'intervention, elles vont intervenir sur plusieurs thématiques. Alors, ça peut être le handicap. Ça peut être les problématiques d'arrêt maladie avec le versement d'indemnités journalières qui peut être un peu bloqué. Elles vont intervenir sur toutes les problématiques d'accidents du travail et de maladies professionnelles avec parfois enfin, parce que le fait que ça soit reconnu en accident du travail ou en maladie professionnelle, ça peut avoir des conséquences des personnes en termes elles peuvent bénéficier de rentes, elles peuvent récupérer de l'argent, etc. Enfin, l'idée, c'est vraiment et puis au niveau de l'accompagnement, euh, ça va être aussi un petit peu différent. Donc, nos assistantes sociales vont intervenir. Elles peuvent aussi accompagner enfin les personnes vers des reconnaissances en invalidité auprès de l'assurance maladie. Elles peuvent aussi, quand on se rend compte que la personne, elle a suffisamment travaillé, enfin, en tout cas, elle a assez de trimestres qui ont été cotisés, elles vont pouvoir accompagner vers la retraite, puisqu'il y a différents dispositifs de retraite, hein, on en parlait tout à l'heure, avec notamment un atelier de prévention qui est proposé par nos assistantes sociales. Et puis, elles vont aussi accompagner la personne lorsqu'il y a une inaptitude ou un risque d'inaptitude. Elles sensibilisent un petit peu aussi les salariés et elles leur parlent aussi des conséquences que ça va avoir. Puisque l'idée, c'est que s'il y a une rupture, une inaptitude, du coup, une rupture au niveau de l'accompagnement, c'est de mieux les préparer pour l'après. Qu'est-ce qui va se passer une fois que la personne va être déclarée inapte, vers qui se retourner, enfin voilà, c'est vraiment accompagner la personne au maximum. Et donc, au travers de leur accompagnement, elles vont là aussi aider à l'identification des freins et des leviers, élaborer ce plan d'accompagnement avec la personne pour qu'elle soit acteur de sa prise en charge, enfin actrice de sa prise en charge, identifier les partenaires clés, quels sont les partenaires incontournables et les personnes vers qui se retourner euh, pour ne pas rester seules. Elles vont les accompagner dans la constitution des dossiers, puisque du coup, ça aussi, c'est une grosse part de leur activité, et puis faire des orientations
vers les partenaires adaptés entre guillemets, hein, puisque du coup ça va dépendre des projets des personnes et de l'avancement dans leur réflexion. Donc, voilà, c'est vraiment un rôle très important, un rôle clé, puisqu'elles sont, enfin, selon moi, au cœur de cette prise en charge. Et nos objectifs, bah, vous l'aurez compris, hein, c'est de maintenir dans l'emploi ou en emploi et surtout de sécuriser le parcours et l'avenir professionnel des personnes. Alors effectivement, un autre outil dont on a déjà parlé pour ce faire, c'est le rendez-vous de liaison. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose à ce qui a déjà été dit. Non, non, tout a été dit. Donc, je pense qu'on peut Et, passer. et donc effectivement, pour maintenir en emploi, hein, on en parlait tout à l'heure, il y a tout un réseau de partenaires mobilisables. Est-ce que tu peux un peu nous les décrire et nous dire dans quel cas voilà, ils interviennent? Oui, alors, bah donc, en fonction des besoins qui auront été exprimés par la personne, mais aussi ceux que nos équipes vont identifier, on va pouvoir mobiliser différents partenaires, par exemple l'assurance maladie. Donc, il y en a d'autres. Enfin, là, on en a mis quelques-uns, mais c'est vrai que les principaux partenaires qu'on va pouvoir mobiliser, bah, il y a par exemple l'assurance maladie pour les problématiques d'invalidité ou de versement d'indemnités journalières, parce que quand la personne se retrouve enfin, qu'elle est en arrêt et qu'elle est sans ressources, ça peut être très compliqué et cette personne ne va pas être disponible pour se projeter sur son futur, sur sa reprise. Enfin voilà, elle a une préoccupation, hein, ce qu'on appelle nous les besoins primaires. Donc, on va pouvoir, notamment des assistantes sociales, vont intervenir et rentrer en contact avec l'assurance maladie. Et l'assurance maladie va aussi permettre de financer certains dispositifs pour favoriser le maintien en emploi de la personne durant enfin, maintien en emploi ou dans l'emploi d'ailleurs. Hein, tout va dépendre de l'étape où on en est, de l'avancement où on en est. Mais ça, le financement se fait durant l'arrêt maladie. Après, il y a la MDPH aussi qui va pouvoir prendre donc la maison départementale des personnes handicapées. Donc, il y en a une par département. Et en fait, un organe qui va prendre des décisions sur l'ensemble des droits des personnes. Et notamment, elle peut être sollicitée lorsque l'on souhaite se faire reconnaître travailleur handicapé ou lorsqu'on souhaite bénéficier d'une prestation de compensation du handicap. Le bon interlocuteur, si on peut dire ça comme ça, c'est la maison départementale des personnes handicapées. Après, il y a l'AGFIP, donc l'Association de gestion des fonds pour l'insertion des personnes handicapées. Il y a l'OETH et le FIPHFP pour la fonction publique, qui sont aussi des organismes collecteurs des fonds, où en fait, enfin, ils récoltent l'argent des entreprises qui ne répondent pas à leurs obligations d'emploi. Et cet argent va être redistribué pour financer des actions qui auront pour objectif de favoriser l'insertion ou le maintien dans l'emploi ou le maintien en emploi, hein, la reconversion professionnelle des personnes qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Voilà. C'est un peu technique, mais en gros, cet argent est derrière redistribué, mais on va le développer un petit peu plus après. Et puis le Cap Emploi qui fait le lien entre l'AGFIP, l'OETH et même parfois le FIPHFP et les entreprises ou les personnes directement, puisqu'en fait elles accompagnent et elles peuvent proposer certaines aides, certains dispositifs de l'AGFIP notamment. Mais on va le développer un petit peu après. Ensuite, bah, les partenaires, bah, il y a l'entreprise, hein, puisque du coup, c'est très important. Souvent, bah, notamment les assistantes sociales hein, vont questionner l'entreprise. Et puis, bah, les préventeurs quand ils vont sur le terrain, puisque du coup, il y a un contact avec l'entreprise systématique pour la mise en œuvre des préconisations, enfin des solutions de compensation qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a exprimé tout à l'heure. En tout cas, tout ça pour dire que on va mobiliser différents partenaires en fonction du besoin de la personne et notre prise en charge, elle est vraiment spécifique et personnalisée. Il n'y a jamais, enfin, c'est très rare une prise en charge identique. On peut pas dire,
Enfin, c'est jamais défini à l'avance. En fait, ça va vraiment dépendre de la personne, de son entreprise, des besoins, des partenaires, et puis de l'état de santé de la personne, de ses capacités, de ses souhaits, de ses envies et de ses possibilités. Alors effectivement, différents partenaires et différents dispositifs dont on va donner quelques exemples puisqu'ils sont fondamentaux, notamment pour avoir des aides financières et que l'accompagnement puisse se faire. Exactement. Oui. Alors le premier, bah, donc c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, donc qui est accordée par la Maison départementale des personnes handicapées. On en a parlé il y a quelques secondes. L'idée, c'est vraiment de se dire que cette démarche est importante à réaliser lorsque l'état de santé risque d'avoir un impact sur l'avenir professionnel. En gros, qu'il risque d'y avoir une rupture professionnelle en raison d'un problème de santé. Et il y a deux types de procédures. Donc il y a une procédure classique où la personne va pouvoir remplir le dossier avec son médecin généraliste ou un spécialiste. Et puis, il y a la procédure accélérée qui est là généralement lancée par enfin, l'origine de la démarche est lancée par le médecin du travail, bien sûr en accord avec le salarié, puisque c'est une démarche qui est strictement, enfin qui est individuelle. Elle se fait que si le salarié, le ou la salariée souhaite le faire. Mais c'est le médecin du travail qui va remplir un certificat médical et elle est surtout mobilisée lorsque le médecin identifie que la situation est urgente et qu'il y a un besoin urgent d'aménagement de poste de travail. Et donc c'est une procédure qui prend moins de temps. Après, elle est simplifiée et elle ne porte que sur la reconnaissance de la qualité de travail handicapé. Autre dispositif, on en a parlé aussi, c'est les aides de la GFIP. Oui, alors là c'est pareil. Donc les aides de la GFIP, elles sont découpées en trois, hein. Alors vraiment, on simplifie, hein, mais il y a d'un côté les aides à l'adaptation du poste que peuvent solliciter un employeur. En gros, l'ergonome est intervenu, il a fait un aménagement de poste, enfin, il a fait des préconisations du poste. Euh, L'entreprise, si le salarié est reconnu travailleur handicapé ou est bénéficiaire de l'obligation d'emploi, peut avoir des aides pour financer une partie des aménagements. On peut faire appel, enfin l'entreprise va pouvoir aussi faire appel à des prestataires ou services spécifiques lorsque la situation de santé est assez complexe ou en tout cas assez où il y a vraiment une prise en charge très spécifique à faire, notamment pour des situations de santé. Je pense notamment lorsqu'il y a une déficience visuelle ou une déficience auditive, où là, on va avoir besoin de faire appel à des experts. Donc ça, c'est la GFIP qui va pouvoir financer ces prises en charge. Il y a aussi bah, l'intervention de la GFIP pour tout ce qui est évolution professionnelle, reconversion professionnelle. Lorsque on sait que le maintien au poste va être compliqué, que la personne va devoir se reconvertir, bah, la GFIP va pouvoir intervenir. Et lorsque la personne a besoin, par exemple, de se faire appareiller, elle a besoin de renouveler son appareillage auditif parce que c'est fondamental, la GFIP va aussi pouvoir intervenir dans le financement d'aide technique. Et merci beaucoup. Et donc là, on peut parler également du temps partiel thérapeutique, qui est une aide plus organisationnelle et qui permet à la personne de reprendre progressivement. Oui. Alors là, peut-être pour ce sujet, je vais laisser la parole au docteur Bodlock. Oui. Alors, oui, oui, bien sûr. Alors, effectivement, c'est ce qui est intéressant. C'est un aménagement organisationnel, c'est-à-dire que ça permet de modifier l'organisation de travail, alors de manière temporaire, hein, un temps partiel thérapeutique, c'est ce que souvent on appelle le mi-temps thérapeutique. Alors, c'est un peu un abus de langage parce que ce temps partiel thérapeutique, il peut être à 50% du temps. Là, c'est le fameux mi-temps thérapeutique. Mais ça peut être un pourcentage qui varie, 20%, 80%, etc. Et même d'ailleurs au sein même situation médicale, on peut par exemple reprendre un travail à mi-temps thérapeutique et puis après, quelques mois après, augmenter à 80% de son temps de travail. C'est pas forcément binaire, mi-temps thérapeutique ou travail à temps plein. Donc on a marqué qu'il est prescrit par le médecin traitant, c'est quand même le cas de figure majoritaire, très majoritaire. Ça pourrait en théorie être prescrit par un médecin spécialiste, mais quand même souvent ce qu'on observe, c'est que c'est le médecin traitant qui gère ça.
Donc, comme on l'a dit, c'est un aménagement de travail, en fait, hein. Ça permet à la personne de travailler une partie du temps de travail qu'elle avait avant, et l'autre partie, ben, en fait, elle est en arrêt maladie. Alors, c'est accepté par le médecin conseil, en général, quand même, c'est accepté, hein, c'est rarement refusé, sauf vraiment si on arrive en bout de ses droits à l'assurance maladie, mais là, c'est une autre affaire. Ensuite, donc, il y a, bien sûr, il faut que ce soit mis en place dans l'entreprise, donc ça veut dire que concrètement, il faut que ce soit possible. L'employeur, comme tous les aménagements de postes qui sont proposés par le médecin du travail, peut refuser si jamais il motive ce refus. C'est bien de le faire lors d'une visite de reprise, c'est ce qu'on a mis, hein, de l'initier lors d'une visite de reprise. Ça peut être discuté même avant, lors de la pré-reprise. Donc ce pourcentage d'activité, même si c'est prescrit par le médecin traitant, le pourcentage est fixé le plus souvent par le médecin du travail. Et donc l'idée, c'est un aménagement de poste qui est un peu l'équivalent d'un arrêt de travail à temps partiel. C'est que l'employeur verse le salaire sur le temps de travail réalisé par le salarié et que la partie non travaillée, bah, c'est l'assurance maladie qui prend en charge par les indemnités journalières. Donc c'est vraiment très positif. Vraiment, pour donner des retours de terrain, c'est quand même un levier là très puissant. On s'aperçoit que parfois il y a vraiment une crainte, un frein de la part de certains salariés pour reprendre à temps plein, notamment quand l'arrêt maladie a duré longtemps, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et là, ça permet quand même d'avoir une première marche qui permet le retour à l'emploi avant la reprise à temps plein, qui reste quand même l'objectif à terme. Et le dernier dispositif dont nous voulions vous parler, c'est la pension d'invalidité, enfin le dernier exemple de dispositif. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Alors, je ne sais pas si tu veux que j'en parle, Aurélie. En fait, là, on est vraiment dans un dispositif social, hein, donc on l'a marqué, c'est un revenu de substitution. Donc, c'est lorsque l'on considère, enfin, quand je dis on, c'est-à-dire l'assurance maladie, c'est versé par l'assurance maladie, donc l'assurance, la sécurité sociale, lorsqu'elle considère qu'on a une réduction des deux tiers de sa capacité de travail. Alors, forcément, voilà, deux tiers, c'est difficile à déterminer comme ça de manière extrêmement précise, mais en tout cas, lorsque la maladie est ce qu'on appelle consolidée, c'est-à-dire elle n'évoluera plus ni dans le sens d'une aggravation, ni dans le sens d'une amélioration, à ce moment-là, effectivement, l'assuré social, donc le salarié, peut solliciter l'assurance maladie pour que sa situation soit examinée par le médecin conseil de l'assurance maladie qui, lorsqu'il considère encore une fois qu'il y a une réduction des capacités de travail, si par exemple, je ne sais pas, et quelqu'un a été opéré du rachis, du dos, et maintenant a une difficulté à marcher au-delà de 50 mètres, ne peut plus monter les escaliers, a des douleurs qui ne sont pas bien gérées par le traitement médical, à ce moment-là, on va considérer quand même que sa capacité de travail va être obérée et qu'il ne pourra pas prendre l'ensemble des jobs qu'il est possible de faire. Euh, donc ça, en tout cas, ça permet de donner une rente hein, d'invalidité. Hein. Donc concrètement, voilà, de l'argent, ça fonctionne jusqu'à la retraite, puisqu'à la retraite, c'est automatiquement transformé en retraite et la personne n'a plus cette pension. Et donc ça permet, en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que grâce à ça, et on le voit souvent en transformation après un temps partiel thérapeutique, la personne peut aller jusqu'à la date de départ en retraite avec d'un côté une pension d'invalidité donc versée par l'assurance maladie, et de l'autre côté, elle peut continuer à travailler à temps partiel, donc en étant payée moins que si elle travaillait à temps plein. Donc ça permet, c'est un accompagnement social quand même qui permet aux salariés de continuer à travailler tout en n'étant pas dans une difficulté trop importante en termes de finances. Beaucoup. Alors effectivement, hein, comme vous l'ont dit nos experts, Efficience Santé au Travail est là pour vous accompagner à différents niveaux et pour s'adapter, pour offrir un accompagnement personnalisé. Peut-être Hervé, je te laisse conclure. Oui, alors c'est vrai qu'on a détaillé beaucoup de dispositifs, hein. Peut-être ce qu'il faut retenir quand même vraiment, c'est d'être très proactif et de fonctionner vraiment par anticipation. On l'a vu, on vous l'a présenté tout au long de ce webinaire, plus on agit rapidement, c'est-à-dire sur les conditions de travail ou sur les signaux faibles, pour essayer de corriger les choses et d'accompagner les personnes, et plus on a une chance, une probabilité que ça fonctionne. Donc c'est vraiment important, dès qu'un salarié, un nouveau salarié est en arrêt maladie, et même, je vais dire, avant, en fait, de promouvoir tous ces dispositifs, le rendez-vous de liaison, la visite de pré-reprise, pour qu'on puisse avoir l'ensemble des éléments et en tout cas les contacts avec le salarié pour améliorer les choses. Après, en interne, vous avez vu que finalement, le dispositif est très professionnel, en fait, dans l'ensemble des services de santé au travail. Grâce à cette cellule de maintien dans l'emploi, ça vient agréger beaucoup de compétences, hein, ergonomes, assistants sociaux, experts du maintien dans l'emploi, pour pouvoir donner des solutions qui parfois sont des solutions qui peuvent être assez techniques, hein, comme l'a souligné Aurélie,
notamment quand c'est des difficultés sensorielles de vision, auditive. Là, il faut vraiment, même nous, fonctionner avec des partenaires pour qu'on puisse apporter le meilleur conseil technique. Et en tout cas, l'objectif final, bien sûr, c'est le maintien dans l'emploi jusqu'à la date de la retraite pour que les personnes puissent non seulement pas avoir d'arrêt maladie, mais même, je veux dire, d'un point de vue humain, travailler dans les meilleures conditions, être le plus performant possible. Et on voit que c'est un deal un petit peu gagnant-gagnant, à la fois pour la santé du salarié et pour l'entreprise qui a un collaborateur du coup qui peut travailler sans difficulté spécifique. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, comme l'ont dit Natacha et Aurélie, soit si vous avez des questions sur les dispositifs, soit auprès de nos équipes locales si vous avez une situation individuelle. Et voilà, si vous êtes salarié, de consulter votre équipe de santé au travail, votre médecin du travail, et si vous êtes une entreprise, de signaler, en tout cas de vous rapprocher de votre médecin du travail pour indiquer qu'il vous semble qu'il y a une situation individuelle voilà, qui est compliquée, qu'il faudrait agir le plus rapidement possible. Un grand merci à vous deux pour cette présentation et nous allons Si, voir maintenant s'il y a des questions de nos auditeurs. Euh, on a peut-être été très très clair et didactique oui, dans cette mais vous présentation. avez été très clair. Je ne sais pas s'il y a des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet questions QR, questions-réponses. Nous allons peut-être attendre quelques secondes et puis s'il n'y a pas de questions, nous clôturerons ce webinaire. Je crois que vous avez été très clair. Nous n'avons pas de questions. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous. Merci Merci, à nos Merci beaucoup. spectateurs. merci à vous. Très Bonne bon fin de journée. après-midi. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.